de gens le savent, il y a des baleines en Méditerranée. Depuis 10 ans déjà, des scientifiques veillent sur eux. Un grand périmètre appelé Pélagos existe, où la protection de tous les cétacés a été décrétée. Au terme d'une décennie, c'est l'heure du premier bilan et de se retrouver face à la réalité de ces mammifères et de ceux qui les accompagnent. Car il s'agit avant tout de protéger les cétacés des dangers qui pèsent sur eux. À plus de 20 000 nautiques du rivage, la côte n'est plus qu'un lointain souvenir. Les bateaux se font plus rares et la mer Méditerranée offre son plus beau bleu, un bleu indescriptible. On pourrait penser qu'il n'y a rien si loin de la terre. La mer est désespérément plate, vide, presque sans bruit. Pourtant, ce désert de bleu n'est que le pâle reflet de ce qu'il y a juste sous la surface. Sous ce miroir brillant se cache pourtant l'univers des cétacés. Joe est un rorqual de 20 mètres. Il vit dans l'immensité du bleu et vient reprendre son souffle comme nous en surface. Pourtant, ce souffle salvateur représente aujourd'hui un énorme risque pour lui. Revenir en surface, c'est se rapprocher des hommes et du danger. C'est se rapprocher du bruit et de la pollution. C'est frôler la mort à chaque respiration. Mais cette surface est indispensable à sa vie. Joe remonte d'une plongée de 20 minutes à presque 600 mètres de fond pour chercher sa nourriture. Il nage paisiblement juste sous la surface en soufflant toutes les 30 secondes un grand jet de vapeur. Son œil brillant observe son proche environnement, tandis que ses autres sens sont tous en éveil. Plusieurs recensements ont estimé le nombre de rorquals vivant en Méditerranée occidentale à près de 3000 individus. C'est la baleine la plus emblématique en Méditerranée. Mais Joe ne se doute pas qu'il est l'un des maillons essentiels de l'équilibre de cette mer. Ces grands animaux marins, ces super prédateurs, sont tout en haut de la chaîne alimentaire et par leur taille, par leur régime alimentaire, sont tout en haut de la pyramide et sont extrêmement utiles à maintenir cet équilibre des océans. Soit la baleine que les cachalots sont vraiment des grands prédateurs. On peut calculer qu'un rorqual de moyenne taille mange autour de 1 tonne de krill, donc des petites crevettes, par jour. Donc ça veut dire que la présence d'un prédateur de cette taille et de cet besoin alimentaire, c'est une démonstration d'une richesse en biodiversité et une richesse en production de la Méditerranée. Je crois que la présence de ces grands mammifères marins est un signe de bonne santé. Si la pollution venait à augmenter, si les déséquilibres provoqués par l'homme étaient importants, ces cétacés pourraient disparaître. Et inversement, l'existence et la présence de ces cétacés est tout à fait indispensable pour la bonne santé des océans et, par voie de conséquence, pour la bonne santé de l'homme. Mais d'un autre côté, ça veut dire que la Méditerranée a un équilibre très fragile et qu'il faut protéger, qu'il faut conserver. Une des façons donc de préserver cet équilibre des océans est de protéger les cétacés et les grands animaux marins. Nous avons mis en exergue le fait qu'une des solutions, peut-être pas la seule, mais une très bonne solution, était la mise en place d'aires marines protégées. Et peut-être pour ces grands animaux souvent migrateurs, pas n'importe quelle aire marine protégée, mais des aires marines protégées de très grande taille, éventuellement internationales, et qui englobent non seulement des parties littorales, mais aussi des parties de haute mer. Et je viens là de décrire en fait le site, le sanctuaire Pélagos.
puisque Pélagos est une aire marine protégée qui a été mise en place au tout début du XXIe siècle et qui regroupe 3 pays, l'Italie, la France et la Principauté de Monaco, qui englobe non seulement les zones côtières, mais également les hautes mers, les zones de haute mer, puisque nous allons de la partie continentale jusqu'à la Corse et la Sardaigne, et ce sanctuaire Pélagos est particulièrement orienté vers la protection de ces grands animaux marins que sont les cétacés. Ce que sait par contre Joe, c'est que l'homme n'a de cesse de lui en vouloir. Son espèce est très fragile. Il a de plus en plus de mal à retrouver ses congénères dans l'immensité de la Méditerranée. Il peine parfois à trouver sa nourriture dans les profondeurs. En Méditerranée, cette menace qui pèse sur les grands mammifères est d'autant plus grave que cette mer-là est fermée et ultra sensible aux perturbations de tout genre. Il y a donc urgence. Voilà pourquoi le sanctuaire Pélagos a été créé en 2002, destiné à apporter des solutions à long terme. Alors un des grands bénéfices de l'existence du sanctuaire Pélagos, c'est d'avoir pu mettre en œuvre un certain nombre de programmes scientifiques qui ont permis de faire avancer la connaissance des mammifères marins, mais également la connaissance des activités humaines qui peuvent avoir des conséquences sur la survie de ces espèces. Et depuis une dizaine d'années, donc, il y a plus de 30 études scientifiques d'importance relative qui ont été financées par Pélagos. Ce que vont chercher à savoir tout d'abord les scientifiques, c'est combien il y a de rorquals comme Joe et tous les autres de ses congénères qu'ils croisent très souvent, comme le cachalot, les dauphins ou les globicéphales pour ne citer qu'eux. Toute recherche commence toujours par un état des lieux. Alors pour dénombrer, parce qu'effectivement, quand on travaille pour la conservation des espèces, la question de base, c'est est-ce que les populations diminuent ou augmentent? Donc ça veut dire qu'à la base, on a au moins un chiffre précis de combien sont les animaux. Sinon, on ne peut pas savoir s'ils augmentent ou ils diminuent. Donc l'intérêt vraiment de connaître le nombre d'individus, il est très important. Ensuite, en mer, il faut y aller. Il faut y aller pour les compter. Donc il y a des méthodes qui se développent actuellement à travers le monde, qui sont quand même bien éprouvées. C'est surtout le transect de ligne. Le transect de ligne peut se faire soit à partir d'un avion, soit à partir d'un bateau. C'est-à-dire qu'on va suivre un cap défini à une vitesse plus ou moins stable et on va avoir plusieurs observateurs qui seront postés à l'avant du bateau et qui vont regarder sur les 180 degrés à l'avant du bateau. Et de cette façon-là, on est à peu près sûr que la zone qu'on couvre est couverte totalement. C'est-à-dire que si on voit rien, c'est vraiment qu'il n'y avait pas d'animaux, c'est pas qu'on en a raté. C'est une technique qui est très utilisée pour avoir des idées sur les populations. Et à partir de ces distances, on va ensuite calculer sur quelle bande on a bien observé de part et d'autre du bateau et quelle proportion d'animaux on a vu. Donc on peut estimer le nombre d'individus qu'on n'a pas vus. Et c'est pour ça qu'on va avoir une estimation de population avec une fourchette plus ou moins grande en fonction des espèces. Et ce sont les chiffres les plus précis qu'on puisse obtenir à partir actuellement de données visuelles. En revanche, dans Pélagos, on a mené des campagnes d'études très précises pour dénombrer, puisque là la zone était un peu moins vaste. Donc on commence à avoir des chiffres un peu plus précis. Sur le rorqual commun, on estime qu'il y a un peu moins de 1000 individus. On est plutôt aux alentours de 800 en période estivale dans Pélagos. Pour les dauphins bleus et blancs, on est autour de 40 000, plus ou moins. Et pour le grand dauphin, on a fait partie d'une étude très récente, on estime à quasiment 1 millier. 1 millier d'individus qui seraient le long des côtes du sanctuaire Pélagos. Pour les autres espèces, c'est encore très difficile à dire. Il y en a plusieurs centaines peut-être pour le dauphin de Risso, peut-être 500 pour le globicéphale, on ne sait pas trop. Donc il y a encore beaucoup de choses à connaître, même dans cet espace qui est très étudié. On peut rencontrer de façon commune 5 à 6 espèces. Donc pour expliquer un petit peu comment elles se distribuent, parce que toutes n'exploitent pas les mêmes milieux, on va partir de la côte vers le large. Donc le plus proche de la côte, sur le plateau, c'est le grand dauphin. C'est Flipper, pour tous ceux qui le connaissent, qu'on trouve aussi. C'est pour ça aussi qu'il s'adapte le plus facilement en bassin, parce qu'il a l'habitude d'être dans des zones peu profondes.
Ensuite, on arrive sur une zone de profondeur qui descend de façon très abrupte, qu'on appelle le talus. Donc là, on travaille avec des espèces qui sont le dauphin de Risso, la baleine à bec de Cuvier, qui est assez rare quand même, et puis aussi le cachalot. Donc là, ce sont des espèces qui savent plonger, qui vont chercher des calmars. Et puis après, si on s'éloigne encore plus loin des côtes, si on s'éloigne des côtes, on va trouver des espèces typiquement pélagiques, comme le rorqual commun. Là, c'est donc la plus grande espèce qu'on ait en Méditerranée, elle fait quand même 22 mètres de long. Et puis on a aussi le dauphin bleu et blanc et le globicéphale. Joe continue sa route en Méditerranée. Son chemin suit celui de sa nourriture. Il croise régulièrement d'autres rorquals avec qui il partage son festin de krill. La présence aussi importante de rorquals dans cette zone est la conjonction de plusieurs facteurs. En Méditerranée nord-occidentale, on a un phénomène courantologique qui est assez particulier et qui fait que cette zone est riche, chaque été notamment. Donc on a de l'eau qui vient de l'Atlantique, qui rentre par Gibraltar, qui va longer toutes les côtes nord-africaines et qui va venir buter sur la fin du bassin occidental et de ce fait être obligé de remonter. Donc ensuite le long de l'Italie et puis le long des côtes de France, il redescend vers l'Espagne pour ressortir. Et donc ce phénomène cyclonique entraîne à ce moment-là des remontées d'eau profonde. Ces remontées d'eau profonde, leur particularité c'est qu'elles sont riches en éléments nutritifs, elles arrivent à la lumière, il se développe à ce moment-là le phytoplancton et toute la chaîne alimentaire. Et comme c'est un phénomène qui est dû à la fois à un courant permanent et à une topographie et à une géographie permanente, c'est donc un phénomène récurrent qui se passe chaque année. C'est l'avantage, et c'est pour ça que les cétacés le savent et qu'ils viennent l'été se nourrir dans cette zone très riche. Malheureusement, cette zone si riche en vie est aussi le lieu d'une intense activité de transport maritime de passagers ou de marchandises. La cohabitation n'est pas simple avec les cétacés. De nombreuses nuisances envahissent l'environnement marin, comme des pollutions sonores ou chimiques. Mais ce que Joe craint le plus est la rencontre brutale avec la proue d'un navire. Une collision qui ne lui laisserait que peu de chances de survivre. À 13 nœuds, soit à peine plus que 20 km/h, un choc est fatal au plus grand des mammifères. C'est ce qui est arrivé au large de Marseille à une amie de Joe au début du mois de juin 2012. Elle remontait en surface pour respirer quand tout à coup, un choc violent puis un voile noir qui s'est abattu sur elle. Heurtée à pleine vitesse, elle n'a eu aucune chance. Donc ce matin, en arrivant, un navire de ligne régulière en provenance de Tunisie, on s'est aperçu qu'il avait une baleine sur son bulbe, c'est-à-dire sur l'avant du navire. On s'en était aperçu avec les caméras du port. Donc le navire a continué sa manœuvre. C'était la meilleure chose à faire. Et donc maintenant, la problématique est de dégager le cétacé et de le mettre sur un poste non exploité commercialement, d'où on pourra facilement le traiter, le retirer de l'eau avec des grues et ensuite l'envoyer vers un centre d'équarrissage. La question, c'est comment une baleine n'évite pas le bateau. Et on ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce qu'elles n'estiment pas la vitesse actuelle des bateaux qui est très élevée? Est-ce qu'avec le bruit de fond ambiant, elles font plus attention? Comme voilà, vous êtes dans une rue bruyante, vous faites plus attention à la voiture qui traverse, qui passe, voilà, et vous traversez sans regarder. Est-ce qu'elles dorment? On ne connaît rien sur la physiologie du sommeil chez les grandes cétacés à fanon comme elles. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que c'est fréquent. Fréquent, ça arrive, tout commandant de navire a percuté une baleine un jour ou l'autre. Voilà. Donc nous, on voit juste quelques cas par an, 2-3 cas pour la France. Le nombre est sans doute plus proche d'une dizaine.
Alors les collisions entre navires et cétacés sont beaucoup plus fréquentes que ce qu'on pense, puisque on connaît 1 à 2 cas chaque année pour la Méditerranée nord-occidentale, mais on sait en réalité que ça, ce ne sont que les cas connus. Donc il y a beaucoup plus d'animaux qui sont tués. Des extrapolations montrent qu'il y aurait 10, 20 à 30 animaux qui seraient tués chaque année en Méditerranée nord-occidentale à cause des collisions, et c'est considéré comme l'une des premières causes de mortalité de ces animaux. Alors en 98, j'en ai eu 2, dont une sur un navire classique, un gros roulier, aucune conséquence, et l'autre sur un navire à grande vitesse qui était un navire très léger, hein, à 35 nœuds, qui ont provoqué une voie d'eau dans l'avant du navire, donc des travaux importants, ensuite avec un passage en cale sèche. Parce que même sur le premier bateau dont je vous ai parlé, qui était un gros bateau, on sentait un petit choc, mais très léger comme une vague un peu plus forte. Mais sur ces navires qui marchent à 30-35 nœuds, on ressent un choc assez violent, d'autant plus que ce jour-là, nous avons vu le souffle, donc on s'y attendait. En fait, on en voyait tous les jours, au moment où ça arrive, bon, on gère la situation d'urgence. Hein. Mais ensuite, le lendemain, on se dit, pétard, un gros choc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça? Donc de là, toute mon implication dans ce système et dans ma collaboration avec Pélagos. Alors le sanctuaire Pélagos est un outil efficace pour faire face à ce problème des collisions, puisqu'il permet de mettre autour de la table tous les acteurs des problématiques, et en l'occurrence ici les compagnies maritimes, les chercheurs et les associations. Et du coup, ces gens peuvent parler entre eux pour essayer de trouver des solutions aux problèmes, en l'occurrence ici aux collisions. Alors pour réduire les risques de collision, on a mené plusieurs études pour essayer de comprendre cette problématique, et puis on s'est rendu compte que des équipages sensibilisés au problème étaient mieux à même de réduire ce risque de collision. Donc parmi les actions, on conduit une formation à l'École nationale supérieure maritime de Marseille qui permet donc de sensibiliser les équipages à ce problème-là, et puis on a développé également un outil technologique qui s'appelle REPSET. C'est un système qui permet aux navires de s'informer entre eux des positions de baleines qu'ils croisent sur leur route de navigation, et donc ils ont une cartographie à bord sur lesquelles ils ont toutes les positions de baleines vues par d'autres navires, et ils peuvent réduire leur allure ou éventuellement améliorer leur veille dans ces zones-là pour diminuer le risque de collision. Donc REPSET, c'est ça. Donc c'est un ordinateur avec un écran tactile sur lequel vous avez une cartographie et la position de votre bateau et des dernières baleines qui ont été vues. Donc ici on a les baleines que nous avons signalées nous-mêmes. Donc vous voyez qu'on a une alarme qui s'est mise en route puisque notre bateau se situe dans les zones de présence potentielle de ces animaux. Et donc ces zones, ce sont ces cercles rouges. Et tous les bateaux qui sont équipés de REPSET vont avoir sur leur écran les positions des baleines et puis ces cercles rouges qui s'ouvrent au fil du temps, qui correspondent à la position de la baleine au fil du temps. Donc nous, nos travaux là actuellement, les travaux qu'on conduit, c'est précisément pour pouvoir calibrer l'ouverture de ces zones de risque en fonction des espèces. Ça, c'est donc l'interface d'observation sur laquelle vous allez pouvoir observer les autres baleines vues par d'autres contributeurs. Et vous avez ensuite une interface qui vous permet de saisir vos propres observations pour que d'autres bateaux puissent être informés de vos positions de baleines que vous avez vues. Donc vous avez ici une mire qui permet en gisement de distance de positionner l'animal par rapport à votre navire. Vous choisissez l'espèce, ici imaginons un rorqual commun. Le nombre d'individus, et on envoie l'observation, on peut saisir également des remarques, et donc instantanément tous les navires vont recevoir l'observation de votre grand cétacé sur leur cartographie, ce qui va permettre d'améliorer donc la détectabilité de ces animaux et de limiter les risques de collision. C'est dans une compagnie marseillaise que le système REPSET a reçu le meilleur accueil. Son application particulière sur ces navires va au-delà de l'utilisation classique. Naviguant essentiellement la nuit, sur des trajets du continent vers la Corse, le système REPSET permet d'anticiper les rencontres avec les cétacés et d'éviter de potentiels chocs dramatiques. C'est tout l'intérêt du système REPSET et de ce partage d'observation, c'est-à-dire qu'un cétacé qui aurait été observé quelques heures auparavant de jour sera positionné donc sur les écrans, et nous,
en passage de nuit, on sait que dans cette zone-là, il peut y avoir des cétacés. Alors, si on a un cétacé sur le trajet, on évite de passer à cet endroit-là en estimant à peu près son déplacement. Et à ce moment-là, on change de route. Il faut savoir que ces navires, malgré leur taille, puisque le Piana fait 180 mètres de long, malgré son poids, jusqu'à 25 000 tonnes, se déplacent très très facilement, notamment à la vitesse de 20 ou 21 nœuds. Si on observe un cétacé, un objet dérivant à 500-600 mètres devant le navire, on peut l'éviter très facilement. Il se manœuvre très très bien. Pour affiner la zone de risque du système REPSET, l'équipe de souffleurs d'écume embarque depuis Monaco à bord du Tamori, une superbe goélette équipée pour l'occasion en laboratoire flottant. Joe est au centre d'un suivi scientifique dans ce terrain de jeu géant qu'est Pelagos. Mais il ne sera pas le seul cette fois-ci à être étudié. Alors là, en fait, on a repéré une baleine il y a de ça une dizaine de minutes. Et maintenant, on est en train de la suivre pour étudier son comportement et étudier sa vitesse de déplacement. Donc on va la suivre pour voir à quelle vitesse en moyenne elle se déplace. Et ça va nous permettre ensuite, quand on sera dans REPSET, de calculer la vitesse d'ouverture des zones de risque qui apparaissent sur REPSET. Et ça nous permet de vérifier que ces zones de risque sont pertinentes et qu'elles ne sont pas soit trop rapides, soit trop lentes. Donc en collectant beaucoup de données comme ça sur de nombreuses baleines différentes, on arrive à avoir des moyennes. Et donc on peut ainsi établir la vitesse moyenne de déplacement des baleines et faire les zones de risque dans REPSET en fonction de ça. Alors comme on prend les positions toutes les minutes, par contre, on surveille l'animal constamment, donc on peut compter à la fois le nombre de souffles et le nombre de surfaces qu'elle va faire avant de sonder. On a aussi les temps de sonde du coup, donc avec toutes ces informations on peut avoir une idée du comportement ou de ce que l'animal est en train de faire sous l'eau. Par exemple, si on a des temps de sonde relativement courts et des souffles réguliers, que l'animal se déplace vite et à un cap régulier, on peut penser que l'animal est en train de se déplacer, ce qu'on appelle en transit. Après, si l'animal bouge très très peu, fait des temps de sonde assez courts et reste assez longtemps en surface, là on va être sur un animal qui a plus tendance à être en train de se reposer. Et puis le troisième grand type, c'est quand on a des temps de sonde qui sont très longs et un animal qui n'a pas un cap défini mais qui sort un petit peu dans des caps un peu différents, à des positions un peu variables, parfois en cercle ou parfois pas forcément, sans qu'il y ait réellement de logique. Là on est plus sur un animal qui va être en train de se nourrir, puisque les temps de sonde vont être au-delà des 10 minutes, ils vont être sur 12-15 minutes. Et on va être sur un animal qui fait énormément de mouvements sous l'eau, à la fois pour regrouper les essaims de krill et ensuite pour les engloutir. Donc c'est les trois grands types de comportements qu'on observe le plus souvent. Et après, pour ce qui est de la socialisation ou de la reproduction, là c'est des cas vraiment exceptionnels qu'on observe quasiment jamais. Le but en fait, pour nous, c'est d'arriver à la zone d'indifférence. C'est-à-dire qu'on est en train d'essayer d'étudier les animaux dans leur milieu naturel, donc on veut forcément pas provoquer une fuite, mais on veut pas tellement non plus avoir une réaction d'attraction. C'est-à-dire que qu'ils viennent au bateau, c'est bien, mais nous, ce qu'on aimerait le mieux, c'est vraiment avoir une réaction neutre, c'est-à-dire qu'ils fassent comme si on n'était pas là, et qu'on puisse vraiment observer leur comportement en temps normal, entre guillemets. On est sur un individu qui est très très gros là.
Il doit bien faire au moins 20 mètres. Il a un souffle qui est très très puissant. Il ou elle d'ailleurs, on n'a aucune idée le sexe. Il faudrait faire un prélèvement génétique. En tout cas, le rorqual, ce rorqual-là, a un souffle très puissant. On voit vraiment que c'est une masse impressionnante. Voilà. Donc on est sur des déplacements qui sont très 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 petits. Et on est là à une distance de moins de 100 mètres. Et l'animal n'est absolument pas dérangé. Là, on est à peu près à 25 000 au large sur les fosses. Et c'est les endroits de prédilection des baleines. C'est bien parce que c'est ce que le modèle nous avait donné comme zone, donc ça marche bien. Et hier, par contre, les cachalots, on les a vus plutôt sur un canyon. Donc c'est vraiment des habitats différents entre les baleines et les cachalots, puisqu'ils mangent pas, les deux espèces ne mangent pas la même chose et donc ne fréquentent pas les mêmes habitats. Le souffle reste très très longtemps. Il est toujours là, regarde. La baleine est sous l'eau, il y a toujours le souffle. C'est impressionnant. Il est toujours. Parmi les animaux incroyables du sanctuaire, les scientifiques ont croisé la route des dauphins bleus et blancs. Ce compagnon de route des navigateurs offre un spectacle dont on ne se lasse jamais. Aussi joueurs que curieux, ils sont présents en grand nombre et sont bien sûr les plus connus du grand public. Le globicéphale est également très curieux. Plus grand que le dauphin, il peut mesurer jusqu'à 6 mètres. Il est très sociable et se laisse observer sans problème. Comme le cachalot et le dauphin, il fait partie des animaux à dents et se nourrit également de calamars et de petits poissons qu'il peut chasser jusqu'à 1000 mètres de fond pendant pratiquement 1 heure et demie. La mission, malheureusement trop courte, s'achève sur le Tamori avec un bilan plutôt positif. Cette mission s'est très bien déroulée, puis parce que ça a été très bénéfique. On est parti 7 jours, on a pu travailler pleinement 5 jours, donc la météo nous a en plus laissé de beaux jours devant nous pour travailler sur les animaux. Ça nous a permis de totaliser une 21 d'heures d'observation sur 11 rorquals et 3 cachalots. Donc là, on a vraiment cumulé beaucoup de données qui vont nous permettre d'affiner nos zones de risque pour le système REP7. Donc c'est une mission qui est vraiment très bénéfique. Et puis finalement, le fait de passer du temps avec ces animaux en mer, ça nous remotive un petit peu pour poursuivre notre mission de conservation de ces animaux et notre objectif qui est de transmettre ce magnifique patrimoine à nos enfants. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Parfois, les bateaux sont tellement gigantesques qu'ils ne ressentent rien. Ils ne s'aperçoivent même pas, quand c'est en pleine nuit, qu'ils ont percuté une baleine. D'autres ne le disent tout simplement pas. Ce qui, sur des populations qui sont quand même extrêmement réduites en nombre, pose un problème très clairement de survie. Le cachalot peut être 1000 individus dans toute la Méditerranée. À chaque fois qu'il y a un adulte reproducteur qui se fait tuer, évidemment, ça remet en cause évidemment la capacité de survie et de reproduction évidemment de l'espèce. Donc c'est une préoccupation également très forte. C'est pour ça que le système REP7, eh bien, on fonde des espoirs dans ce système pour, si on peut diminuer déjà par 2 ces collisions, ça serait déjà une grande victoire. Pour Joe, Pélagos n'est qu'une zone où les hommes s'intéressent encore plus à lui. De l'autre côté de la frontière italienne,
Des scientifiques de l'Université de Gênes profitent également de ce laboratoire géant pour étudier une espèce peu fréquente dans le sanctuaire, la baleine à bec de Cuvier, appelée aussi Ziphius. Alors nous avons commencé avec un travail de recherche sur la baleine à bec ici à Savone, parce que la baleine à bec, c'est le dauphin de Savone, simplement. Parce qu'en sort, un quart d'heure, nous, on peut rencontrer facilement des baleines à bec. Parce que là, il y a des canyons, il y a des zones avec une structure de fond particulière, favorable, très favorable à la présence de baleines à bec de Cuvier. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi d'étudier cette espèce. L'autre aspect, c'est que c'est une espèce presque inconnue. On connaît quelque chose, quelques aspects. Il y a quelques publications scientifiques sur le comportement des plongées, sur l'émission acoustique, mais vraiment très limitées. Mais on a découvert, par exemple, que le baleine à bec il est capable aussi de plonger plus fond du cachalot, par exemple. Ici, normalement, il arrive à 2500 mètres de profondeur, donc c'est incroyable. Et qu'il a une structure sociale, qu'il reste là toute l'année et qu'il y a aussi des exemplaires qui font des migrations qu'on ne connaît pas encore bien. Donc, c'est vraiment un grand point d'interrogation sur toute la biologie et l'éthologie de cet animal. Pour ça, c'est intéressant. Et donc, on est arrivé à plus d'une centaine d'exemplaires photo-identifiés et plus d'une centaine d'animaux sur lesquels nous, on possède une carte d'identité. Probablement, il y a des connexions entre notre population et les populations de cette zone et on va étudier ce type de relation. D'autres méthodes permettent d'identifier, de reconnaître, de dénombrer et même de localiser des cétacés dans l'immensité du bleu. Au sein de l'Université de Toulon, à l'autre bout du sanctuaire, des scientifiques spécialisés dans l'étude et le traitement de données permettent de traquer le célèbre cachalot. Leur méthode, la bioacoustique. La bioacoustique concerne une grande majorité des animaux qui émettent des sons, soit pour communiquer entre eux, soit pour connaître leur milieu, chasser. La bioacoustique sur un site aussi riche que le Parc national de Port-Cros ou le sanctuaire des cétacés Pélagos peut et bénéficie de traitements bioacoustiques pour recenser des populations et interpréter leur comportement. Alors on peut s'adresser soit à du dauphin bleu-blanc très commun dans la zone. On peut s'adresser aussi au cas du cachalot qui est détecté relativement facilement, les rorquals que l'on détecte et dont on peut ainsi dénombrer les passages sur des points stratégiques et anticiper sur leur présence à certaines zones, à certaines époques, à des fins soit d'évitement de collision, donc ça c'est des programmes un peu plus long terme, mais surtout à des fins de connaissance sur la biopopulation. Donc la bioacoustique a vraiment un impact important en termes de surveillance écologique. L'utilisation de cette bioacoustique permet également de décrypter et visualiser des scènes invisibles, comme les longues et profondes plongées de ce cachalot. Ce sont des enregistrements réels, construits sur 4 hydrophones, qui sont au fond de l'océan. Ici, vous avez un hydrophone en question. Ils sont disposés en hexagone. Hein. Il y en a 4 ou 5 ici, qui ont servi à localiser l'animal à quelques mètres près, et donc ensuite à redessiner la scène que personne n'a jamais pu voir, puisque c'est des choses qui se passent à 800 mètres de fond. Retracer la scène pour nous-mêmes comprendre ce qui s'y passait, parce que ce ne sont pas sur nos tableaux de chiffres X, Y, Z, T qu'on arrive à construire une scène précise durant 20 minutes. Et en fait, ici, l'accélération est interprétée par les cétologues comme étant le moment où l'animal est très près de la proie. Et puis silence. Ce silence est réel, il a été enregistré, il n'est pas un défaut du système.
Et c'est le moment où l'animal ingère certainement la proie et il reprend des clics réguliers à 1 seconde par clic pour revoir son milieu, retrouver un site où il y aurait une proie. Donc ces phénomènes remis en scène avec des signaux réels donnent aux cétologues l'occasion de voir ce qu'ils ne voient jamais, ce qu'ils interprètent, d'animaux qui vivent dans des milieux complètement différents des nôtres, à des profondeurs inexplorées. Et finalement, c'est aussi une manière de connaître le milieu en question. C'est-à-dire que, suivant la quantité d'approche à la proie de l'animal, on peut estimer le nombre de proies présentes dans le milieu à telle profondeur. Si on remarque qu'il plonge beaucoup plus profond pour retrouver une telle densité, on peut interpréter là aussi des choses sur la qualité du milieu en question. Donc on vient de préciser que le cachalot utilise son biosonar pour la prédation, pas seulement pour se localiser. Et donc évidemment, si vous parasiter son milieu avec d'autres sources acoustiques que son sonar et qu'il y a interférence entre les deux, il va avoir beaucoup plus de difficultés à localiser sa proie et donc à se nourrir, et c'est donc préjudiciable à son équilibre. Donc on pense que dans ces conditions, s'il a l'opportunité d'aller sur un autre site plus calme, il irait. Maintenant, si tous les sites sont pollués à des kilomètres à la ronde, vous pouvez craindre que l'animal tombe plus facilement malade, soit plus faible, et que la population dépérisse en quelques années. Ça peut être assez rapide, hein. C'est une population en équilibre très fragile et qui peut être impactée par ce genre de perturbations. La pollution sonore en mer est vraiment aujourd'hui une préoccupation pour tous les gestionnaires et biologistes. Le niveau de bruit augmente de façon exponentielle depuis 2 ou 3 décennies. Je crois que le niveau de bruit double tous les 10 ans. Autrefois, on parlait du monde du silence. Aujourd'hui, c'est plus du tout le monde du silence, c'est le monde du bruit. Et évidemment, pour des animaux qui se servent de leur audition, notamment qui est extrêmement évidemment évoluée, pour se déplacer, pour vivre, pour se nourrir, pour se reproduire, ces perturbations sonores sont véritablement un des problèmes majeurs que nous devons aujourd'hui gérer. Mais d'autres nuisances sonores, tout aussi invisibles, peuvent être bien plus sournoises encore. Joe les ressent au quotidien, malgré son éloignement de la côte. Alors là, on parle cette fois-ci plus d'une pollution générale. On parle d'événements acoustiques particuliers liés à une activité ponctuelle qui peut être soit une prospection pétrolière, par exemple, qui va durer quelques mois pour chercher du pétrole, comme il est question en ce moment avec le permis Rhône-Maritime, là, au large du golfe du Lion, soit qui va être un exercice anti-sous-marin militaire, au cours desquels plusieurs sonars vont émettre de manière très forte, et donc vont créer des événements acoustiques très forts. Si les dauphins y sont soumis, ou les baleines, on peut avoir des effets de lésions dans l'oreille interne, voire des lésions plus importantes au niveau des poumons ou de l'oreille moyenne. Aucune étude n'est véritablement finie parce que là on est sur du travail de longue haleine. Il faut se rappeler que 20 ans en arrière, il n'y avait pratiquement aucune étude scientifique sérieuse qui était réalisée dans cette partie de la Méditerranée. Les avancées notables quand même qu'on peut aujourd'hui relever, c'est des études qui ont porté sur les polluants contenus dans les graisses des mammifères marins, qui ont permis d'établir un état de référence sur la pollution que subissent donc les cétacés, avec évidemment en cascade tout un tas de conséquences sur la reproduction, sur l'état physiologique et sanitaire des populations. On peut estimer aujourd'hui que là, on est arrivé à une connaissance tout à fait satisfaisante. Ce qu'on relève, c'est que des petites espèces comme le dauphin bleu et blanc ont probablement une capacité de résistance peut-être un peu moindre parce que leur capacité immunitaire étant réduite, on voit se développer des maladies, notamment des virus, des virologies, qui n'arrivent pas à gérer.
il y a notamment un virus qui s'appelle le morbillivirus qui a été la cause d'une mortalité très importante au cours des 10 dernières années. Probablement que ce virus existe depuis très très longtemps. Les animaux arrivaient à gérer ce virus, c'est-à-dire la finalité n'était pas létale, donc mortelle. Aujourd'hui, avec l'altération de leur capacité immunitaire due aux polluants, ils ont une résistance évidemment qui est complètement amoindrie par rapport à ces polluants. Et donc l'un et l'autre vont se combiner pour altérer le niveau de survie de ces populations de petits cétacés. On est intervenu sur un dauphin échoué vivant sur l'île de Sainte-Marguerite. Et à notre arrivée, en fait, c'était une femelle adulte qui était simplement échouée parce qu'elle avait certainement dû suivre des poissons. On l'a médicalisée et on a pu la remettre au large. Il s'agissait d'un dauphin bleu et blanc, donc le petit dauphin de Méditerranée, très âgé puisque les dents étaient très abîmées avec une mauvaise tumeur au niveau de la langue. Donc il a été remis dans son milieu naturel avec très peu de chances de survie puisque c'est un animal qui est très maigre et vu l'état de sa cavité buccale, qui va avoir d'énormes difficultés pour se nourrir. Donc les chances de survie sont particulièrement faibles, mais il faut tenter. Il vaut mieux toujours remettre l'animal dans son milieu naturel et lui laisser ses chances. Alors bien évidemment, étudier les échouages, c'est nous permettre d'apprendre bien plus de choses sur ces animaux que l'on connaît, somme toute, aujourd'hui relativement mal, tout simplement parce que la mer n'est pas notre milieu naturel et que lorsqu'on a un animal qui s'échoue, c'est une infime partie de ce qui peut se passer en mer, d'essayer de déterminer les causes les plus probables de la mort. Pour cela, deux aspects, soit il y a déjà l'examen clinique externe qui est fait donc, par le vétérinaire sapeur-pompier qui est présent sur les lieux, et ensuite, en fonction de l'état de fraîcheur du cadavre, si le cadavre est autopsiable, de le transporter sur une structure d'accueil qui pourra effectuer les autopsies et analyses nécessaires dans les meilleures conditions, justement, pour que ces données soient exploitables pour la science. Une des causes majeures aussi qui peut générer la disparition des cétacés en Méditerranée, ça serait l'indifférence. C'est-à-dire le fait, comme on le faisait d'ailleurs il y a une trentaine d'années, de ne pas se soucier du tout de la présence et de l'existence de ce patrimoine naturel tout à fait exceptionnel. Et moi j'ai toujours le sentiment que c'est presque un miracle que des animaux comme des cachalots, des baleines ou des grands dauphins puissent encore survivre dans cet espace extrêmement impacté par toutes les activités humaines. Et je crois que vraiment le rôle, et un des rôles essentiels de Pélagos, c'est de faire connaître, c'est de sensibiliser l'ensemble des acteurs et la population tout entière, parce qu'on a besoin aussi de leviers, on a besoin de pouvoir s'appuyer sur la conscience collective pour faire avancer nos thèses en matière de conservation des cétacés dans Pélagos. Je crois que c'est intéressant d'avoir une démarche pédagogique. Je crois que c'est intéressant aussi de passer le relais et d'expliquer à nos jeunes qu'on peut aller ici en quelques heures au contact des seigneurs des océans, sans les déranger trop bien sûr, mais rentrer en contact. Et ça c'est important, parce que dans ce monde où finalement on passe le temps à faire dans le négatif, là il y a du très positif, du très beau. Nous avons ici des tas de dauphins, de globicéphales, de baleines, des animaux magnifiques, et finalement qui le sait ? Faire connaître sans déranger, s'approcher sans perturber, ressentir sans menacer. Le sanctuaire des baleines n'a pas de gardien, pas de frontières, pas de barrières. Joe est libre d'aller où il veut. La seule force du sanctuaire est sa richesse qui entraîne la fascination et le respect. Le débat est lancé entre un protectionnisme à outrance ou une sensibilisation raisonnée. Pélagos n'est pas un secret, mais un lieu de vie. Certains en ont même fait leur métier. C'est une activité de whale watching, de safari photo baleine et dauphin que j'ai développé par la force des choses. Initialement, j'étais pêcheur professionnel et puis j'organisais des pêches sportives, pêche au gros au large de la Côte d'Azur, entre autres. Et donc c'est une évolution logique quand on a l'habitude de côtoyer tous les jours des baleines et des dauphins, d'en arriver là et d'organiser des sorties pour amener des gens voir les baleines et les dauphins.
Ici, nous avons sur la Côte d'Azur essentiellement 3 types de whale watchers. Donc les vedettes à passagers qui peuvent embarquer entre 90 et 100 passagers qui font essentiellement des demi-journées. Les semi-rigides, c'est des bateaux 12 mètres très rapides avec une capacité de 12 passagers. Et ce qu'on appelle les whale jumpers, les bateaux qui organisent de la nage avec les baleines et les dauphins et qui prennent généralement, qui sortent à la journée et qui prennent, je pense, 10 passagers. Alors le whale watching, c'est une activité qui n'est pas très ancienne, hein, c'est une vingtaine d'années en gros, mais qui s'est développée quand même de façon importante au cours de ces 10 dernières années. Aujourd'hui, le whale watching peut représenter quand même une nuisance relativement importante pour les cétacés si l'activité est mal pratiquée. Mal pratiquée, ça veut dire des mauvaises approches, ça veut dire du dérangement permanent en harcelant un petit peu les animaux. Et évidemment, ce sont des choses qu'il faut absolument éviter si on veut à la fois garantir la qualité de l'observation et surtout la qualité de vie des animaux. Durant l'hiver dernier, j'ai suivi la formation Pélagos. Donc Aquabams, Pélagos ont mis en place une labellisation de notre activité. Dans un premier temps, qui a pour but de former les opérateurs de whale watching. Le but, c'est aussi, lorsque nous avons des passagers à bord, de leur expliquer ce que nous voyons. Il ne s'agit pas simplement de faire un tour en mer, une promenade et de dire voilà, vous avez une baleine, on rentre. Non, maintenant, pour ceux qui l'ignoraient, on sait de quoi on parle. On va leur expliquer un petit peu la vie et tout ce qu'ils vont rencontrer. Donc on a suivi cette formation qui dure une petite semaine et qui nous octroie un label, ce label délivré par Pélagos en l'occurrence. En fait, les gens, quand ils viennent avec nous, ne s'attendent pas à ça, quoi. Ils vont sortir une journée en mer avec nous et quand ils rentrent en fin d'après-midi, ils sont surpris. Ils ne s'attendaient pas à avoir autant de dauphins. Il faut savoir qu'on a énormément de dauphins ici, des baleines. Et la plupart des gens l'ignorent. Donc ça, c'est un émerveillement. Les enfants ont les yeux écarquillés, la banane, c'est quelque chose de fantastique. Notre zone est très très riche parce que très planctonique. Hormis les baleines et les dauphins, on croise souvent des raimentas, des tortues. Bon, des grands puces aussi. Enfin, il y a quand même une certaine richesse dans notre région. Il y a une variété de mammifères marins et d'animaux qui est surprenante. Là aussi, les gens qui viennent avec nous faire des découvertes comme ça sont toujours surpris et ne s'attendent pas à ça. En ce qui concerne les mammifères marins, j'ai pas de crainte, dans le sens où je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de baleines et de dauphins. Peut-être de plus en plus. Donc à ce niveau-là, j'ai pas trop de crainte. Je suis un petit peu plus inquiet quant au trafic maritime, qui est exponentiel, hein, il faut bien le dire. Donc là, il faut être vigilant. Je parle du trafic maritime, que ce soit un navire de commerce ou grande plaisance, parce qu'il y a de plus en plus de yachts et pas toujours les gens font attention aux mammifères marins. Donc ça m'inquiète. Après, au niveau de l'activité de whale watcher, on est loin de ce qui se passe au Canada, loin de ce qui se passe en Basse-Californie, on n'en est pas encore là. Mais effectivement, il faut être vigilant. Si un jour on me dit ici sur la Côte d'Azur, il y aura 30 whale jumpers sur les baleines, là je ne serais pas d'accord. Donc effectivement, il faut mettre des garde-fous, il faut mettre des barrières, il ne faut pas ouvrir ça à tout le monde, c'est clair. Et il faut être très respectueux de ce qu'on a. Mais je suis un petit peu plus inquiet actuellement du trafic maritime qui se développe de plus en plus, notamment entre la Corse et le continent. Donc là, il faut être vigilant. L'avenir des mammifères marins dans notre région, je suis assez optimiste concernant cet avenir parce que finalement, il n'y a pas de gros prédateurs. Bon, si on regarde bien, les filets dérivants sont interdits depuis 2002, je crois. La pêche industrielle n'est pas trop développée. Je suis assez optimiste quant à l'avenir des mammifères marins. Je vois souvent des baleines avec des baleineaux, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se reproduisent ici, qu'ils naissent ici. Donc on sent qu'il n'y a pas une grosse pression et que ces animaux-là ne sont pas perturbés. Donc finalement, je suis assez optimiste et je pense que ça fait 30 ans que je pratique cette activité et je pense que ça va pérenniser.
Pélagos a 10 ans. Pélagos va vivre encore bien des années parce que, évidemment, la défense des intérêts des cétacés ne s'arrête pas aujourd'hui. Ce qu'on peut attendre de l'activité du sanctuaire au bénéfice des mammifères marins, évidemment, c'est toujours une meilleure prise en considération de la présence et de l'existence de ces animaux dans cette partie de la Méditerranée. Et pour ça, je veux dire, il faut continuer à mettre en œuvre des moyens importants en matière de recherche scientifique, parce qu'à certains endroits, il faut être en mesure de prendre des réglementations, ce qui est très difficile, évidemment, quand on travaille sur des eaux internationales. Parce que là, il faut que tout le monde soit d'accord, et théoriquement, c'est un espace de liberté, entre guillemets, sur lesquels, évidemment, il y a toujours des difficultés pour trouver un consensus de l'ensemble des partenaires présents. Joe va continuer sa route. Il espère que le sanctuaire va arriver à le protéger encore longtemps des perturbations provenant des activités humaines.